Vitkov est tellement stupide qu'il pense qu'il parle à un représentant de la Russie et que sa conversation n'est pas enregistrée, c'est ça? L'Angleterre et de la même manière l'Union européenne veulent que la guerre continue, alors que l'Amérique d'aujourd'hui ne veut pas que la guerre continue. Voilà tout le conflit. L'argent partait en Ukraine, en Israël et dans d'autres endroits, au lieu d'être dépensé pour nous. Trump suit toujours le principe. Faire confiance mais vérifier. Donc, qu'il fasse confiance à Poutine ou non, est-ce vraiment important? Donc le choix n'est pas entre gagner et se rendre, mais entre céder une partie et tout céder. C'est ce qu'on appelle le plan de Trump. Il peut être très désagréable pour l'Ukraine et tragique pour l'Ukraine, etc. Mais il est réaliste. Encore 10 ans de guerre, 1,5 à 2 millions de morts, 6 millions de réfugiés à l'étranger et l'Ukraine disparaîtra. Aujourd'hui, notre invité est Léon Weinstein. Bonjour Léon, ravi de vous accueillir. Bonjour, merci. De quelle période s'agit-il? Les discussions continuent. Qui, pourquoi et dans quel but a divulgué les enregistrements entre la partie russe et la partie américaine? Et dans cette situation, on peut tirer plusieurs conclusions dont nous parlerons un peu plus tard. Mais dans l'ensemble, Léon, qu'avez-vous vu dans ce moment précis? Que révèle cette fuite? Eh bien, vous savez, pour être honnête, rien du tout. Merci. C'est-à-dire, premièrement, je ne suis pas sûr à 100% que c'est un enregistrement authentique. Deuxièmement, je ne suis pas sûr à 100% que ce n'est pas un si. Service de messagerie courte Comos WST, la loi Quepiban, une version légèrement modifiée de l'enregistrement remonté. Parce que personne ne dit d'où cela vient, personne n'affirme que c'est bien le cas. Mais imaginons que ce soit vraiment le cas. Et moi je ne vois rien de particulier là-bas, de quoi s'agit-il? On pourrait parler de quelque chose d'inventé, selon moi. Peut-être que vous avez découvert certaines choses dont vous voulez parler, et nous arriverons à certaines conclusions. Mais après avoir parcouru tous ces enregistrements 5, 6, peut-être 7 fois, je n'ai rien trouvé. Et pourquoi? En fait, tout ce remue-ménage. Il s'agit du fait que Witkoff aurait aidé d'une certaine manière la Russie à comprendre comment approcher Trump, comment le trouver. Pas vraiment des points faibles, mais plutôt l'approche qui serait avantageuse pour la partie russe afin d'obtenir ce qu'elle souhaite. D'après ces enregistrements, ces conversations, dans quelle mesure pouvons-nous voir que Witkoff comprenait comment manipuler Trump? Je n'ai rien vu de tel là-bas. Il a dit, les gars parlaient à Trump avec respect et il lui parlait déjà avec respect. Le chemin vers le cœur d'un homme passe par la flatterie. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le sait pas dans la vie? Donc le chemin vers mon cœur passe par la flatterie. Je suis presque sûr que, à moins que vous ne soyez Superman, le chemin vers votre cœur aussi passe par là. Moi, en fait, je ne vois rien là-bas. Je ne vois rien du tout. Je ne comprends pas du tout pourquoi, monsieur Bohr. C'est pourquoi je suis probablement la mauvaise personne pour poser la question et en parler moi-même. Je ne comprends tout simplement pas du tout où est le problème. Les gars, quand vous parlerez avec Trump, commencez par dire qu'il a accompli une grande chose et qu'il aspire à la paix. Et que, vous comprenez, c'est bien. D'accord, très bien, mais nous le faisons déjà à chaque fois. Et quel est le sens? Pouvez-vous l'imaginer? Donc, il n'a pas écrit cela dans le rapport, c'est-à-dire qu'il est tellement idiot qu'il ne savait pas que tout cela était enregistré, sténographié et transmis à Trump sur son bureau. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Donc, quelqu'un imagine que Witkoff est aussi stupide, oui. Vraiment, un vieux sénile borné qui pense qu'il parle avec un représentant de la Russie à propos de l'un des problèmes mondiaux les plus importants aujourd'hui. Et il pense que sa conversation n'est pas enregistrée, c'est ça? Et ensuite, il pense que c'est enregistré mais que ça ne va nulle part. Ils ne mettent pas la transcription sur le bureau de Donald Trump, ils ne l'apportent pas ni n'en discutent avec lui. C'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire, je comprends ce que vous voulez dire. Il l'a caché à Donald Trump et a donné aux Russes la possibilité de pénétrer dans l'âme de Donald Trump. Ciao, je m'excuse.
Plusieurs versions circulent. Certains pensent que les Russes auraient organisé la fuite pour ralentir les négociations et poursuivre la guerre. D'autres estiment qu'elle leur profite. Disons au faucon. Aux États-Unis d'Amérique, qui veulent évincer Witkova et qui s'opposent également à la réussite du plan de Trump. Et ils arrivent à la conclusion unanime que, quelle que soit la version qui s'avère vraie, il est évident que les enregistrements sont apparus précisément maintenant, au moment où les initiatives de Trump pour une voie pacifique et son plan sont évoquées. L'objectif est simple, retarder les négociations. Et pour empêcher Trump, dans quelle mesure cette fuite peut-elle réellement influencer le cours du processus de paix? Elle ne peut en aucun cas. Absolument pas. Et comment peut-il influencer? Sur quoi? Soit l'Ukraine refusera de négocier à cause de cela, soit la Russie triplera le nombre de balles qu'elle tire. En d'autres termes, nous parlons désormais de quelque chose d'absurde et sans sens. Je comprends que c'est intéressant, je comprends que cela excite, pour ainsi dire, les gens, mais cela ne mène à rien du tout. Ce ne sera pas le cas. Nous viendrons. Amis, chers spectateurs, écrivez votre avis dans les commentaires. Comment percevez-vous ces publications? Dans quelle mesure, sont-elles lourdes de conséquences pour les futures négociations? Et dans le contexte de ces processus, nous observons l'intervention de Poutine. Beaucoup de choses ont été dites. Il a déclaré qu'il était justement d'accord avec le fait que ce plan de Trump en 28 points pouvait servir de base à un futur accord, qu'il pouvait être utilisé, en précisant aussi qu'aucun projet de traité de paix n'a jamais existé. Comme l'a dit Poutine, il y avait plusieurs questions. Comment cet écart d'interprétation et ce plan influencent-ils la possibilité de vraies négociations? Selon vous, sur quel point Moscou espère-t-elle tout de même obtenir des concessions? Je pense que ce plan, Encore une fois, je ne veux pas entrer dans les détails, parce que les détails sont toujours discutés, comme on dit, lors des négociations directes. On dit aussi que le diable est dans les détails. C'est pourquoi on peut inventer tout ce qu'on veut, puis échouer sur les détails, comme Minsk 1 a échoué sur les détails, comme Minsk 2 a échoué sur les détails. Mais dans ce cas précis, tout ce que Vladimir Poutine dit, c'est la position générale, oui, la carte sur laquelle nous pouvons miser. La suite au prochain épisode. La liste des questions nécessite des précisions. Bien sûr, la liste des questions a évidemment besoin de précisions. Bien sûr, il n'est pas clair ce que sont les garanties. Il n'est pas clair pour combien d'années l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires là-bas, oui. Mais à quoi bon tout détailler quand on n'est même pas d'accord sur les points essentiels? C'est pourquoi, je ne sais pas comment expliquer cela aux gens. J'ai dirigé pendant assez longtemps une grande entreprise. Grande, c'est-à-dire qu'il y travaillait 20 000 personnes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail sérieux concernant les négociations et tout le reste. Tu vas à des négociations et comme on dit en anglais, tu fais cela bullet points. Ce sont des points, pour ainsi dire, des points à puce. Qu'est-ce que cela signifie? Nous devons d'abord nous accorder sur notre volonté commune. D'accord? Et nous allons à peu près dans cette direction. D'accord. Donc nous notons que c'est ce que nous voulons. Donc est-ce une question, une affirmation comme le dit Poutine, ou un point clé comme on dit en Amérique? Et maintenant, après avoir été dirigeant, j'ai dirigé cette entreprise, nous sommes parvenus à un accord avec une autorité municipale, soit des responsables du pays, soit autre chose. Après cela, nous transmettons cela soit à nos avocats, soit à nos négociateurs. Ils en font alors un contrat qui revient directement à nous, aux dirigeants, afin que nous puissions, pour ainsi dire, en discuter dans sa forme finale. Ce que l'on appelle maintenant le projet Trump, le plan Trump, je ne sais pas, c'est le plan Dmitriev, c'est le plan Witkov, c'est le plan Kushner, je ne sais pas à qui il appartient. Eh bien, appelons-le le plan Trump. Il est réaliste. Il peut être très désagréable pour l'Ukraine et tragique pour l'Ukraine, etc., mais il est réaliste. C'est ce qui le différencie du plan des Européens, qui savent que leurs propos ne feront que prolonger et intensifier la guerre au lieu de l'apaiser.
Apparemment, Starmer a déclaré que l'Europe n'aurait pas son propre plan, mais améliorerait simplement celui de Trump. C'est logique, car dès le début, il cherchait seulement à attiser la guerre, comme en 2022, la Russie et l'Ukraine. Après 34 jours, après 34 jours de guerre, la Russie était dans un état absolument stupéfait. Ils pensaient en prendre Kiev en 5 jours, mais ils ont dû battre en retraite et ont perdu la bataille pour la ville. Ils ne comprenaient même pas ce qui allait se passer. Et ils sont donc allés, en général, aux négociations. Selon Arahamia, qui dirigeait l'affaire et était présent, et Arestovitch absent mais en contact avec l'équipe, les faits se sont déroulés ainsi. Ils sont partis pour Stockholm puis Istanbul. À Istanbul, ils ont discuté, se sont mis d'accord, puis sont revenus. Le gouvernement dirigé par Zelensky a accepté cela et il s'apprêtait littéralement à repartir le lendemain ou le surlendemain pour signer. Bon. Boris Johnson arrive. Ce sont les mots d'Arakamia. Et ils sont partis. Et ils sont partis. Ils le souhaitent, si les gens ne comprennent pas le mot « veulent ». Et l'Amérique d'aujourd'hui ne veut pas que la guerre continue. Voilà tout le conflit. Sous-titre. Donc, selon vous, ce plan ne changera plus fondamentalement? Je ne peux pas le dire, mais je pense que la Russie refusera un plan trop modifié. Et nous tournerons en rond comme ça. Encore 2 ou 3 ans de guerre. L'Amérique va arrêter de fournir, à partir du 1er janvier, je crois, nous ne ferons plus de nouveaux contrats de livraison, donc nous ne donnerons plus d'argent et nous ne fournirons plus d'armes. Et apparemment, à partir du 1er janvier, nous arrêterons aussi de fournir les données satellites, les données de guidage, grâce auxquelles l'Ukraine peut frapper toutes sortes de cibles lointaines. Ah, donc, dans le budget ukrainien, sur les 95 à 100 milliards de dollars nécessaires, il se forme 45 de ces milliards. 45 de ces 100 provenaient de l'Occident. N'y a-t-il rien à prendre en Ukraine? Près de 55 milliards étaient générés localement. Je parle en dollars maintenant, parce que c'est plus pratique pour moi en dollars. Je peux passer en hryvnias, mais je risque de m'y perdre. Donc 45 milliards, l'Europe peut au mieux. En fait, ils ont compté 12 milliards par an, mais ils peuvent. Bon, d'accord, ils vont gratter 15 milliards, ils vont les trouver quelque part. Donc, un trou de 30 milliards de dollars signifie que les 2/3 des armes qui arrivent aujourd'hui en Ukraine n'arriveront plus. Elles n'arriveront plus. Donc, pas de balles, pas de missiles, pas de mines, etc. C'est-à-dire qu'il y en aura, mais seulement 1/3 de ce qu'il y avait. Donc, si aujourd'hui, à un tir de la Russie, l'Ukraine répond par un tir, demain, elle répondra par un tir pour 10 ou 12 tirs russes. Cela signifie l'impossibilité d'attaquer, de contre-attaquer ou de mener de grandes opérations d'encerclement ou de capture. Cela implique sans doute une défense passive et une retraite lente. Parce que de temps en temps, il y aura des percées des troupes russes, l'encerclement partiel reculera. Eh bien, disons que je ne suis pas militaire. Je parle de toutes sortes de choses absurdes. C'est pourquoi je raconte tout cela avec un air intelligent. Mais je sais une chose avec certitude. Quand tu ne peux pas avancer, alors tu recules. Il est presque impossible qu'une partie progresse sans l'autre. Et la Russie relève facilement les corps, absolument sans armes ou armés de vieux fusils, et les jette en avant, pour que l'Ukraine utilise le plus possible de balles, d'obus, de mines, de roquettes, etc. Simplement pour qu'elle s'épuise. Et que 30, 50, 100 000 autres meurent, c'est comme ça. Je comprends qu'il y a aussi des problèmes de recrutement de la population là-bas. Mais au moins, ils s'en fichent complètement. Ou bien ils prennent des gens d'Ukraine, de leur propre pays, pour ainsi dire, ils ne les entraînent absolument pas, les envoient au combat. Ils meurent. Ça s'appelle de la chair à canon, mais cette chair à canon, à un moment donné, elle tue quand même un certain nombre d'Ukrainiens. Et pour ainsi dire, une certaine quantité de réserve est dépensée pour eux. La Russie n'est pas dans la même situation que l'Ukraine. La guerre ne se déroule pas sur son territoire, rien n'y est détruit.
Et le problème de l'Ukraine, c'est que dès que l'Amérique passe en mode qui a déjà été annoncé par le vice-président des États-Unis, Vance, nous cessons de consacrer 80% de notre temps aux affaires internationales et 20% aux affaires intérieures, nous changeons de cap. Et maintenant, 80% de notre temps, de nos efforts, de notre argent, etc. sont consacrés aux affaires intérieures et seulement 20% à l'extérieur. L'Ukraine, en fait, n'est qu'une petite part de ces 20%. Le public américain ne souhaite pas vraiment aider Israël, même si la situation est un peu meilleure dans ce sens. Plus de personnes souhaitent aider Israël et l'Ukraine. Il y a maintenant un nombre incroyablement faible, du moins parmi ceux qui soutiennent Trump, Make America Great Again et ce genre de choses. En résumé, les gens n'ont pas voté à cause de l'argent, ce qui est aussi une question de perspective. L'argent partait en Ukraine, en Israël et ailleurs, au lieu d'être dépensé pour nous, disaient-ils. Nous, ici, devons nous serrer la ceinture pour, vous comprenez, l'Ukraine là-bas, qui n'était pas préparée à la guerre, et maintenant c'est à nous de les aider. Pourquoi cela se fait-il à mes dépens ? Je vous transmets une confession honnête que la plupart des gens ne vous diront pas. Parce que c'est ce qu'on écrit dans les journaux locaux, aux États-Unis, qui décident ensuite où va notre problème gouvernemental, et présentent ses efforts. C'est-à-dire que Trump et la société américaine, d'une certaine manière, n'en seront que ravis. Si la guerre continue dans ces conditions, ce sera juste une transition vers l'Union européenne. Mais l'essentiel, c'est de se décharger de ce fardeau de responsabilité. Oui, avec une telle réserve, je ne la qualifierai pas de société américaine, mais ainsi. Ceux qui soutiennent le président Trump, parce que pour lui, ce sont aujourd'hui les personnes les plus importantes, voilà ceux qui le soutiennent. Pour ainsi dire, la moitié de la population du pays. Ces gens ne veulent pas que l'argent, les efforts, l'attention et tout le reste soient à l'étranger. Ils veulent que tout cela soit ici. Un an s'est écoulé depuis le début du mandat, depuis le début du mandat de Trump, je veux dire. Le nombre de personnes qui soutiennent la politique et les actions de Trump a-t-il diminué ou augmenté ? On l'a découvert. Nous avons une histoire étonnante. Il y a 6 mois, au sein du Parti républicain, ceux qui votaient pour Trump, 86%, soutenaient en Trump avant-hier. Un sondage a été réalisé. 86% soutiennent Trump. Ce sont de bons chiffres ? C'est du jamais vu. C'est-à-dire que Clinton avait 79% de soutien Obama au sommet, Clinton 76%, Obama 79%. Donc, c'est le meilleur score depuis le début de la guerre en Afghanistan. Pour Bush, l'enthousiasme populaire lui donnait 72 ou 74% de soutien. Ce qui se passe avec Trump, cela ne s'est jamais produit au cours des 50 à 60 dernières années. Et avant cela, nous ne faisions pas de sondage. D'ailleurs, dans le contexte du plan de paix, selon Axios, le plan de Facouchter a été révisé par Vance et approuvé par Rubio, autrement dit par une seule équipe et administration. Et cela brise les mythes selon lesquels il y aurait une sorte de division interne dans l'administration Trump. Voilà comment l'absence ou la présence de division au sein de l'administration Trump change la position de négociation. Quand il y a une division, nous réagissons immédiatement. Les partenaires et les adversaires reçoivent des signaux différents et alors ils ne savent pas comment y réagir, accepter ou non, et ainsi de suite. Et quand il y a une opinion unifiée, tout le monde comprend qu'elle ne changera pas, c'est-à-dire qu'elle peut changer s'il se passe quelque chose. Mais c'est cette opinion unifiée, pour ainsi dire, forgée à l'intérieur de l'administration. Eh bien, il faut prendre cela au sérieux, parce que pour la changer. Encore une fois, il faudrait que toute l'équipe s'assoie et change quelque chose, ou que le chef dise « Non, ça ne marche pas comme ça, réfléchissons autrement ». Je le redis, écrivez votre avis sous cette vidéo. Nous sommes également intéressés par votre réaction à la suite de ce qu'a dit Poutine aujourd'hui lors de la conférence de presse, à savoir que les troupes ukrainiennes doivent quitter les territoires qu'elles occupent, alors les hostilités cesseront. Donald Trump a dit quelque chose de similaire, à savoir qu'avec un processus de négociation ou par des actions militaires, tôt ou tard, l'Ukraine pourrait perdre encore une partie de ses territoires.
Selon vous, dans le contexte de grands accords, dans quelle mesure Donald Trump fait-il confiance à Poutine dans de tels processus et de tels accords? Vous savez, Donald Trump a toujours eu le principe. Fais confiance mais vérifie. C'est-à-dire que tu fais confiance à n'importe qui à 100%, mais tu organises tes actions de façon à ce que la partie adverse ne puisse pas te tromper. La confiance, l'amour, l'adoration et tout ce genre de choses n'ont rien à voir avec les affaires. Ce dont nous parlons en ce moment, c'est aussi du business. Peut-être pas dans le sens où on l'entend là-bas, en Ukraine et en Russie, mais c'est exactement le même business. Quelqu'un prend des décisions, quelqu'un peut essayer, si le contrat n'est pas très bien rédigé, de profiter d'une faille légale, et quelqu'un d'autre essaiera de ne pas respecter les conditions du contrat. Il faut tout anticiper. Vous savez, je me souviens, je suis venu pour la première fois en Union soviétique. C'était en 1989. Vous voyez, c'était la première fois après 20 ans d'absence. À ce moment-là, eh bien, voilà. J'avais déjà fait de la politique en Israël, puis j'ai également dirigé diverses organisations et entreprises en Amérique. J'avais une grande expérience occidentale, mais aucune soviétique. J'ai été administrateur au studio Lenfilm et mettais en scène des spectacles à l'université. Et l'expérience de la négociation avec laquelle, pour ainsi dire, tout a commencé pour moi, c'était d'abord en Israël, puis j'ai déménagé en Amérique. J'ai été invité à travailler ici, j'ai signé un contrat et j'ai déménagé. Et je me souviens comment j'ai apporté mon premier contrat en Union des républiques socialistes soviétiques. À l'époque, nous signions. Donc à Moscou, il y a un parc Gorky, une église Gorky. On me l'a donc remis en tant que dirigeant de l'entreprise pour la reconstruction, pour la rénovation. Et j'ai apporté avec moi un vrai contrat américain, 60 pages. Là-bas, ils étaient un tas stupéfaits par la sévérité du contrat que j'avais apporté. Je leur ai demandé pourquoi ils le trouvaient si strict. Si c'est écrit « faites ceci, il arrive cela ». Ils ne comprennent pas comment signer un contrat qui n'a pas de failles, par lesquelles on pourrait s'échapper. Voilà la différence avec les Américains, qui ont ça dans le sang depuis 200 ans. Quand ils signent un contrat, ils prennent en compte le moindre détail. Et si vous décidez de faire comme ça et que vous le faites, quelle sera la réponse ? Autrement dit, tout cela est prévu à l'avance. Que Trump fasse ou non confiance à Poutine, est-ce vraiment important ? Eh bien, il me semble que dans la grande géopolitique, lorsque l'avenir d'un grand pays est en jeu, cela a beaucoup d'importance. Donc quand Carthage signait avec Rome, il y avait vraiment confiance ? Après la première et la deuxième guerre punique, ils ont signé des traités 2 fois. Oui, pas du tout, ils ne se faisaient absolument pas confiance, même pas une seconde, ce que Rome a bien prouvé. Ils sont revenus après la deuxième guerre avec tous les documents signés. Ce fameux Nititsi est intervenu, comment il s'appelait déjà ? Zut, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai la tête ailleurs en ce moment. Le général chef de la Légion est venu et a déclaré « Carthage doit être détruite ». Ayant signé et ratifié des traités, ils ont fixé la date d'attaque de Carthage depuis Rome. Rédacteur... Oui, Sylvestre, il y a ici un moment géopolitique subtil, mais vous avez évoqué les affaires. Trump, rédacteur, est certes connu à la fois comme homme politique et homme d'affaires. Il me semble que dans n'importe quel accord, dans n'importe quelle transaction, comme il le dit, Trump cherche un certain avantage. Quel était l'avantage pour les États-Unis d'Amérique ou pour Trump lui-même dans le contexte d'une résolution pacifique entre la Russie et l'Ukraine ? Un meurtre complètement idiot de personnes qui empêche des relations normales entre les États, aggrave les relations, crée des blocs, crée la nécessité d'imposer des sanctions. Autrement dit, cela empêche ce qui devrait se passer, à savoir le commerce, la concurrence, les échanges et autres, ainsi que l'amélioration du bien-être. À la place, concton une sorte de plaie, que Bacholo pour ainsi dire, Rimchin fait exploser en prison, quelqu'un est tué, quelqu'un déteste quelqu'un d'autre, et cela empêche une vie normale. C'est notre principal problème. Pourquoi est-ce que je pose la question, Parce que je la pose à Poutine et à la partie russe. Ils ont souligné à plusieurs reprises qu'il fallait une reconnaissance internationale des décisions, et pas de l'Ukraine, mais des acteurs mondiaux clés. En somme, c'est surtout un message destiné à Trump
Oui, car c'est l'Amérique. Et si je comprends bien, la Russie essaie de sortir la question, y compris celle des territoires, du cadre des relations bilatérales avec Kiev. En faire une négociation globale avec Washington. Pourquoi une négociation? Quelle négociation? Ils disent donc simplement, les gars, si on se met d'accord, mettons-nous tous d'accord. Pas seulement une partie d'entre vous. Vous poussez l'Ukraine à se battre contre moi, alors dites aussi quelque chose de votre côté, mettez votre signature. Je ne veux pas dire que Poutine est bon et que les autres sont mauvais. Vous dites des choses réelles en ce moment, donc je vous réponds franchement. La Russie dit, moi, nous, regardez, regardez. Rédacteur des sous-titres. Vous vous souvenez de Minsk 1 et Minsk 2? Oui, bien sûr. Minsk 1 en 2014 après Ilovaïsk et Minsk 2 en 2015 après Debaltseve. Donc, les 2 fois, la Russie voulait la même chose, absolument la même chose. Ils voulaient un arrêt immédiat, c'est-à-dire qu'ils acceptaient un cessez-le-feu immédiat. Ils voulaient genre que l'amnistie soit pour tout le monde, et leur proposition principale était la décentralisation de l'Ukraine, en la transformant d'un État unitaire en un État fédéral. Pourquoi en avaient-ils besoin? Pour que ces 2, 3 ou 4 régions, je ne sais pas combien exactement, qui sont peuplées par une population russe, aient bien leur mot à dire dans la résolution de certaines questions fédérales communes. Ils souhaitaient donc que l'Ukraine devienne une sorte d'équivalent des États-Unis d'Amérique. Je ne vois rien de mal à cela. Je comprends que, pour une raison quelconque, cela a été vexant pour l'Ukraine. Pour moi, ce n'est pas important. Disons, s'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas, pas. Voici les exigences en Russie. Alors, pourquoi cela n'a-t-il pas eu lieu la première fois? L'Ukraine disait « Quittez notre territoire, ensuite nous réformerons ». La Russie répondait « Faites d'abord les réformes, puis nous partirons ». 1 an plus tard, ils continuaient à se battre sans se calmer. Il y a eu Minsk 2. De quoi parlait Minsk 2? Cessez-le-feu immédiat, amnistie, décentralisation d'un pays fédéral, c'est-à-dire un gouvernement fédéral au lieu d'unitaire. L'Ukraine exigeait « Partez d'abord, puis nous organiserons ». La Russie répondait « Non, organisez d'abord, puis nous partirons ». C'est-à-dire que l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN, disait la Russie, l'Ukraine doit se décentraliser et l'Ukraine ne doit pas avoir plus qu'un certain nombre de troupes. Et aujourd'hui, nous savons quel est ce nombre. C'est 600 000 et, pour ainsi dire, tout le monde est d'accord avec ce chiffre. Lors de notre dernier échange, vous avez affirmé que ce n'était pas 150 mais 600 malgré les chiffres divergents. J'ai vérifié tous les documents disponibles. Donc la Russie dit que l'armée ne compte pas plus de 600 000 personnes. 600 000 personnes dans l'armée. C'est 2 à 3 fois plus que ce dont vous avez réellement besoin. Parce que vous ne pourrez tout simplement pas entretenir 600 000 personnes dans l'armée en permanence. Qui donc, excusez-moi, va vivre et travailler dans le pays et les soutenir financièrement? Qui cela sera-t-il? Encore l'Amérique et encore l'Europe? Eh bien, arrêtons. Tout le monde comprend que c'est du passé. En tout, les accords ont été rompus 3 fois. La 3e fois, ils se sont rencontrés à Istanbul, déjà en 2022. 34 jours se sont écoulés après cela. Le 33e jour, la Russie a proposé, pour ainsi dire, d'entamer des négociations de paix. Le 34e jour, ils se sont rencontrés. Arahami était parti là-bas, donc avec Arahami et avec certaines personnes, mais il faut continuer. Ils se sont assis là-bas et sont parvenus à un accord. À quoi sont-ils parvenus? Ils ont dit « Nous cessons tous le feu ». Donc amnistie pour tous ceux qui soutiennent la décentralisation de l'Ukraine, arrêt immédiat des actions militaires. Et Rakam a dit « Je dois ». Nous avons déjà signé 2 fois sans succès. Faisons en sorte que la 3e soit la bonne, allons-y. Nous nous sommes serrés la main, ou peut-être pas, car la guerre avait déjà commencé. Il est reparti pour des consultations, il a discuté avec le comité des ministres. Cela est maintenant confirmé par une autre personne. Ce n'est pas Rakam, c'est maintenant ce fameux, mon Dieu, Alexei Arestovitch. Arestovitch, oui, Arestovitch. Honnêtement, je ne crois pas toujours, et pas en tout à Arestovitch. C'est dit très gentiment, en fait. Mais là, il dit « Moi-même, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai parlé avec 2 personnes qui ont participé à ces consultations. Et donc, quand c'est confirmé à propos de Raham, je soupçonne que c'est bien le cas. » Maintenant, donc, ce qu'il raconte, c'est ils ont tous décidé, on part, ils ont laissé parler avec le Russe. Nous signons tous, tout va bien, après-demain, on se retrouve. Le lendemain, Boris Johnson arrive et dit « On ne signe rien, on continue à se battre. »
Et Rakame devient fou à cause de ça. Il devient fou à cause de ça. Il a donné 2 interviews à ce sujet, mais il s'est tu. Après tout, il n'est pas le dirigeant administratif de l'État. Arestovitch a ses propres émotions à ce sujet et se pense meilleur que Zelensky. Est-il meilleur ou pire que Zelensky, comme on dit en Géorgie « Je suis meilleur que toi, pire ». C'est pourquoi il le rappelle à chaque occasion. Pour le reste, comme on dit, on le fera ou non. C'est quelqu'un de très intelligent. Je ne pense pas qu'il soit bon, mais il n'est pas stupide. Et bien sûr, il mentira tout de suite. 5 minutes plus tard, il se fait prendre. Il ment immédiatement, puis invente autre chose. Mais c'est possible aussi. C'est un bon politicien. Donc après tout cela, la guerre continue pendant 3 ans et demi. Blague à part. Mais au total, 1 million de personnes ont été tuées. Cela fait 400 000 Ukrainiens, j'entends par là aussi bien les civils que les autres. Ils ont détruit énormément de choses là-bas. Ils ont détruit plusieurs villes. L'horreur, la guerre reste toujours la guerre, pour ainsi dire. Surtout quand arrivent là-bas toutes sortes de bourriates et d'autres nationalités majoritaires, ou comme ils les appellent, oui. Pour eux, les toilettes, c'est quelque chose d'inimaginable. Il faut absolument les casser et les envoyer à leur mère. Eh bien, en même temps, pour ainsi dire, on peut facilement tuer quelqu'un simplement parce qu'il a quelque chose dans les mains. Qu'est-ce qui t'a plu ? Eh bien, ce sont de vrais barbares, oui, des Mongolo-Tatars. Je ne parle pas spécifiquement des bourriates, ils ne sont pas différents des autres. D'un Vania venu du village qui appelle sa mère et ne parle qu'en jurant. Leur conversation, c'est uniquement des gros mots. Ils ne communiquent pas autrement. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. C'est la 4e fois qu'on propose à l'Ukraine d'arrêter le massacre. Est-ce que l'Ukraine acceptera cette fois ou pas ? Maintenant, cela dépend d'eux. Tout l'avenir de l'Ukraine en dépend. Avant, il s'agissait seulement d'années de guerre, maintenant c'est tout l'avenir. Soit l'Ukraine, pour ainsi dire, accepte une certaine paix en cédant des territoires, soit l'Ukraine dit non, nous mourrons. Comme Danko, il arrachera son cœur de sa poitrine et plus tard, ce sera la fin. Parce qu'il n'y aura plus de gens, parce qu'il n'y aura plus de munitions, et donc parce qu'il n'y aura plus de territoire. Je ne sais pas combien de temps la Russie prendra pour occuper le reste du territoire, 2, 3, 4 ou 8 ans, mais la Russie les tuera tout à fait calmement. Les autres femmes gagnent en valeur, selon Joukov, une idée jamais contredite. Après tout, elles deviennent plus précieuses. Sinon, si nécessaire, on embauchera des Chinois. Nous avons plein de pétrole et de gaz, que ces mêmes Européens, sous la pression des Américains, ont au moins cessé d'acheter. Mais l'Inde achète, la Chine achète, d'autres encore achètent. Nous avons beaucoup d'argent, nous engagerons des Nord-Coréens ou des Chinois, leur chômage augmente actuellement. Donc, encore 10 ans de guerre, 1,5 million à 2 millions de personnes mourront encore là-bas, 6 millions de plus fuiront à l'étranger, et l'Ukraine cessera d'exister. C'est pourquoi le choix n'est pas entre la victoire et la reddition, mais entre céder une partie et tout perdre. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a déclaré que certains veulent poursuivre la guerre jusqu'à la mort du dernier Ukrainien. La Russie y est prête, a déclaré Vladimir Poutine. Mais d'un autre côté, personne ne dit que les Russes pourraient venir à manquer. Eh bien, je veux dire, pas en termes de quantité, mais même avec tout le soutien. La Russie aura-t-elle suffisamment de ressources économiques, politiques, une certaine réserve, une mobilisation psychologique pour continuer une guerre aussi grande aussi longtemps ? La question est de savoir si l'Ukraine est prête. Je voulais dire vous, mais ce n'est pas correct, ça paraît agressif. Non, l'Ukraine est prête à prendre des risques. À savoir, et si la Russie manquait de ressources, rédacteur, la Russie ne perd rien. Écoutez, toutes les personnes que je connais ou ai connues vivent à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Je connais surtout des gens de ces villes. Aucun d'entre eux n'a d'enfant qui se bat au front, aucun d'entre eux n'a vu son entreprise s'arrêter ou changer, et tout ce qui a changé pour eux. Le prix des marchandises a augmenté de 10% car elles proviennent de Chine ou de Turquie. C'est tout, point final, rien d'autre du tout. Oui, dans les petites villes, il faut économiser. Vous souvenez-vous d'une seule fois depuis le joug tatar où c'est eux qui se serraient à la ceinture ? C'est toujours pareil, ils s'habituent. Ils se serrent la ceinture, vodka et saucisses deviennent moins chers et le reste ne les préoccupe pas. Si je me souviens bien, je travaillais au studio de Lenfilm.
Nous sommes arrivés dans un village, là-bas, nous sommes venus. Il fallait faire quelque chose. Chez le président du kolkhoz. On nous a installés à table, ils ont mis un grand bol en bois et y ont versé 4 bouteilles de vodka. Ces bouteilles à capsule blanche, comment ça s'appelle déjà? La Moskovskaya, c'est ça? Oui. Ensuite, ils ont émietté des pommes de terre, de la saucisse cuite, ajouté quelques concombres et ils nous ont donné des cuillères. On a avalé ce breuvage, on mangeait et on buvait. C'est-à-dire qu'au lieu d'eau ou de bortsch, il y avait là-dedans 4 bouteilles de vodka versées. Eh bien, après ça, ils s'en fichaient complètement, peu importe ce qui se passait en Ukraine, ça leur était absolument égal. Parce que c'est ainsi que vit la Grande Russie, pas enduite, pas en baste, pas autrement. Elle vit exactement comme ça. Ils se fichaient content de tout ce qui se passait et cachaient pas la région. Voyez-vous quelle est la question globale dans le contexte de l'histoire future de l'Ukraine? Que cherchent ces attaques et ce comportement quand Poutine ou le Kremlin disent « nous sommes prêts, là-bas ce sont les Ukrainiens jusqu'au dernier ». Et il en résulte qu'ils rejettent la responsabilité de la guerre sur les autres. C'est-à-dire, non pas parce qu'ils envoient leurs soldats, non pas parce qu'ils lancent des missiles sur l'Ukraine, mais parce que cette Ukraine ne veut pas arrêter, ne veut pas faire de concessions ou accepter les ultimatums posés par la Fédération de Russie. Et il s'avère que de cette façon, la responsabilité de la poursuite du conflit n'est pas attribuée aux organisateurs, mais à la victime. Vous savez, à mon avis, c'est de la sémantique, et franchement, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est que si vous me trouvez ne serait-ce qu'un seul endroit sur la planète, à n'importe quelle période de notre histoire, où quelque chose était plus important que la force, alors disons, j'admettrai que c'est vraiment très mauvais. Mais ce n'est pas le cas. La force a toujours été plus importante que tout le reste. Tu acquiers la force, soit tu es fort, soit tu t'es allié à quelqu'un qui est fort, et à 2, à 3, à 8, vous êtes pas plus fort que celui qui, en théorie, pourrait t'attaquer. Il n'y a pas d'autre option. Aujourd'hui, l'Ukraine paie le prix du pillage du pays organisé par les soi-disant oligarques, c'est-à-dire, en réalité, les fonctionnaires ukrainiens qui ont suivi cette voie. Vous savez, à Singapour, on a demandé à leur président, celui qui a fait de Singapour ce qu'il est, dites-nous comment se fait-il que sous votre direction tout se soit si bien passé, que le peuple vive dans d'excellentes conditions et tout le reste. Il a dit, vous savez, quand j'ai été élu, j'avais 2 choix. Le premier, c'était de faire de tous mes amis des milliardaires, et le second, c'était d'améliorer la vie dans mon pays. Non seulement une vie normale, mais une bonne vie. J'ai choisi la deuxième option. Voilà, c'est l'une des rares personnes qui ont choisi la deuxième voie. La direction de la Russie, la direction de l'Ukraine, la direction de l'Amérique, la direction de l'Angleterre. Oui, nous avons maintenant un président différent avec une autre mission. Point. Ce n'est pas qu'il soit bon ou un ange, il a juste une autre mission. Il a déjà fait de l'argent, maintenant il veut faire autre chose, et ce qu'il veut faire coïncide avec nos désirs. Mais tous les autres dirigeants des autres pays du monde veulent tout pour eux-mêmes, merci. Et si pour cela il faut dépouiller tous les autres, ils le font sans hésiter. Merci. Merci. Merci pour le sourire. Eh bien... Et Loukimia, tu n'es pas différent. La cybernétique, tout vient de l'étranger. Alors ce sera encore pire pour vous. Ce sera encore pire. À mon avis, qu'il soit bandit d'ici ou d'ailleurs, ça ne change rien. D'ailleurs, avons-nous déjà parlé la dernière fois? J'ai demandé, est-ce que certains pays sont vraiment devenus meilleurs après avoir obtenu cela? L'indépendance, seule l'Amérique y est parvenue dans le monde. Tous les autres pays perdaient à ce moment-là, parce qu'ils n'avaient pas ce qu'on appelle le capital primaire. Le capital primaire, c'est ceci. Le secondaire, c'est l'argent. Et donc, ils n'avaient pas de connaissances. Là-bas, en Afrique du Sud, ils ont expulsé, qui étaient là, les Belges, non, pas les Belges, c'était les Boers, les Hollandais. Donc, ils ont expulsé les Hollandais. Et alors, tant d'années sont passées, 70 ans depuis, et chaque jour, c'est de pire en pire, de pire en pire.
Qui vous le garantit? Nos propres bandits sont arrivés, mais ils se sont avérés stupides. On peut être un bandit intelligent ou stupide. J'ai connu Louchkov, c'est le maire de Moscou, et Sobchak, c'est le maire de Saint-Pétersbourg. L'un et l'autre étaient des voleurs. Mais Louchkov était un voleur intelligent, alors que Sobchak était un voleur stupide. Louchkov, quand il volait, il disait à celui qui lui avait donné un pot de vin. En plus du pot de vin, tu dois aussi construire une maternelle, d'accord? Et à Moscou, on a commencé à construire des maternelles, à paver des routes, à faire d'autres choses, et c'est devenu évident. Comme notre maire, oui, tout le monde comprenait qu'il le volait, tout le monde le savait, mais en tant que maire, il prenait soin de nous. Et Sobchak, n'étant pas un homme de production, il prenait simplement. Là-bas, il ne se passait rien. Il s'est avéré être un mauvais maire, c'est la différence. Oui, bon ou mauvais voleur, voilà les voleurs qu'il y avait. Saakachvili est arrivé, oui, il a les siens, pour ainsi dire, eh bien, il y a un avertissement, comme on dit. Oui, nous étions assez proches, pour ainsi dire, de lui et la base de toutes les personnes que nous connaissions. Ma femme est géorgienne et liée à des personnes ayant travaillé avec Saakachvili. Donc, sous-titre, ce ne sont pas toutes les méthodes, pour ainsi dire. Nous l'avons, disons, soutenu là-bas, oui, mais il est venu en Ukraine déjà avec la conscience et la compréhension de ce qu'il fallait faire. Et la première chose que les bandits locaux ont faite, c'est de le dévorer. Oui, eh bien, ils l'ont dévoré, oui, dévoré pour que Dieu nous en préserve, il ne morde pas là-bas. Bien que ce qu'il proposait était clairement bon à la fois pour Odessa et pour tout le pays. Oui, c'était clairement bon. En plus, cette personne a déjà appris à le faire grâce à l'expérience d'un autre pays. Apparemment, leurs bandits sont meilleurs pour une raison. Je ne sais pas, ça m'est égal. Vous savez, les bandits ukrainiens ont des noms de famille, russes, tatars, arméniens, juifs, et les bandits russes ont des noms de famille ukrainiens, tatars, juifs. Donc je ne vois pas de différence, c'est exactement les mêmes personnes. C'est autre chose, disons, je comprends, on n'a pas envie d'être capturé. Mais s'il y a déjà eu Minsk 1 Minsk 2 Istanbul, et maintenant il y a le plan de Trump, donc refaire la même chose une quatrième fois et exposer tout son peuple au danger, c'est déjà au-delà de la bassesse. Suite. Les amis, écrivez, je le répète, votre avis dans les commentaires. Restez avec nous. Nous vous souhaitons à tous une journée intéressante et agréable. À bientôt. Léon Weinstein était l'invité de cette émission. Léon, merci beaucoup pour cette conversation et à bientôt également. Au revoir.